Imaginez un matin de fin novembre, un matin annonciateur d'hiver, voici plus de 20 ans. Représentez-vous la cuisine d'une vaste et vieille demeure dans un bourg de campagne. La pièce maîtresse en est un grand fourneau noir, flanqué d'une vaste table ronde et d'une cheminée, avec devant 2 fauteuils à bascule. Aujourd'hui, justement, la cheminée a lancé son premier grondement hivernal. Une femme aux cheveux blancs coupés courts se tient à la fenêtre. Elle porte des chaussures de tennis et un tricot gris informe sur une robe d'été en calicot. Elle est petite et vive comme une poule naine, mais à cause d'une longue maladie de jeunesse, ses épaules sont cruellement voûtées. Son visage, remarquable, n'est pas sans rappeler celui de Lincoln, anguleux comme le sien, hâlé par le soleil et le vent, mais délicat aussi, avec une ossature fine, des yeux timides et ambrés comme du sherry. « Ah, mais ça !» s'exclame-t-elle en embuant la vitre de son souffle. « C'est un temps à faire des cakes !» Celui à qui elle s'adresse, c'est moi. J'ai 7 ans, elle en a 60 et quelques. Nous sommes cousins très éloignés et avons toujours habité ensemble, enfin aussi loin que je me souvienne. Il y a d'autres personnes dans la maison, des gens de la famille. Mais bien qu'ils aient autorité sur nous et nous fassent souvent pleurer, en fin de compte, nous ne remarquons guère leur présence. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Elle m'appelle Buddy, en mémoire d'un garçon qui fut autrefois son meilleur ami. Ce Buddy-là est mort dans les années 1880, quand elle n'était qu'une enfant. Une enfant qu'elle est restée. Je l'ai sentie avant de sortir du lit, m'explique-t-elle en se détournant de la fenêtre, les yeux pétillants de détermination. La cloche du tribunal avait un son si froid et si clair, et pas un chant d'oiseau. Ils sont partis vers les pays chauds, tu parles. Hé, Buddy, arrête de t'empiffrer de gâteaux et va chercher le landau. Aide-moi à trouver mon chapeau. On a 30 cakes à préparer. C'est toujours la même chose. Un beau matin de novembre, comme pour inaugurer officiellement la période de Noël qui réveille son imagination et attise la flamme de son cœur, mon ami m'annonce « C'est un temps à faire des cakes. Sors le landau. Aide-moi à trouver mon chapeau. » Le chapeau a réapparu. Un chapeau de paille à large bord, orné de roses en velours fané par le grand air. Elle le tient d'une aïeule plus sensible qu'elle à la mode. Ensemble, nous poussons notre landau, une voiture d'enfant hors d'usage, jusqu'au jardin avant d'atteindre un bosquet de pacaniers. Ce landau, c'est le mien. Disons qu'on l'a acheté pour moi à ma naissance. L'osier s'effiloche et les roues flageolent comme des jambes d'ivrogne. Mais c'est un allié fidèle. Au printemps, nous l'emmenons dans les bois et le remplissons de fleurs, d'herbes aromatiques et de fougères sauvages pour garnir les pots de la véranda. L'été, on y entasse tout l'attirail du pique-nique et on le descend au bord du ruisseau. Il y a aussi ces emplois hivernaux, comme chariot pour transporter les bûches de la cour à la cuisine, et comme lit douillet pour Queenie, notre increvable petit ratier orangé blanc qui a survécu à la maladie de Carré et à 2 morsures de crotale. En ce moment même, Kenny trotte à côté du landau. 3 heures plus tard, nous sommes de retour dans la cuisine, à décortiquer une pleine cargaison de pécans tombés de l'arbre. On s'est cassé le dos à les ramasser. Pas facile de les dénicher, le plus gros ayant été gaulé et vendu par d'autres que nous, les propriétaires du verger. Cachés sous les feuilles, parmi l'herbe gelée, et c'est l'heure. Crac, crac, crac. Un craquement joyeux, des éclats de tonnerre en miniature s'élèvent à mesure que les coquilles cèdent et que l'amas doré de matière ivoire, douce et huileuse, grossit dans la coupe de verre opale. Le crépuscule transforme la fenêtre en miroir.
Nos reflets se mêlent à la lune montante, tandis que nous nous activons près de l'âtre à la lueur des flammes. Et quand enfin la lune est à son zénith, nous jetons la dernière coquille dans le feu, et avec un même soupir la regardons s'enflammer. Le landau est vide. La coupe, elle, est garnie à ras-bord. Demain commence la phase du travail que je préfère, les courses. Cerises et cédrats, gingembre, vanille et ananas d'Hawaï en conserve, écorce confite, raisins secs, noix, whisky, et j'oubliais un monceau de farine et de beurre, et des œufs, des épices et des aromates à foison. C'est un poney qu'il nous faudrait pour ramener le landau à la maison. Mais avant de penser aux achats, se pose la question de l'argent. Nous n'en avons ni l'un ni l'autre, si ce n'est de misérables oboles lâchés à l'occasion par des gens de la maison. Une pièce de 10 cents passe alors pour une forte somme. Ou ce que nous tirons nous-mêmes de nos activités diverses. Brocante de charité, vente de seaux de mûres cueillis à la main, de confitures, de gelée de pommes et conserves de pêche maison, ou encore de couronnes de fleurs pour les enterrements et les mariages. Une fois, nous avons gagné le 79e prix, 5 $, à un concours national sur le football. On ne connaît rien au football, mais on participe à tous les concours qui se présentent. Bon an, mal an, nous arrivons quand même à nous constituer une cagnotte de Noël, la caisse des cakes. Ce pécule, nous le conservons dans un vieux porte-monnaie en perles, caché sous une lame disjointe du plancher, elle-même située sous un pot de chambre, lui-même placé sous le lit de mon ami. Le porte-monnaie quitte rarement ce lieu sûr, sauf pour procéder à un dépôt. Le dîner terminé, nous nous retirons dans la chambre située à l'autre bout de la maison, où mon ami dort dans un lit de fer peint en rose, sa couleur préférée, et recouvert d'un couvre-pied en patchwork. Sans un bruit, grisés par les délices de la conspiration, nous extirpons le porte-monnaie en perles de sa cachette et en répandons le contenu sur le dessus de lit. Des billets de 1 $, roulés serrés, verts comme des bourgeons de mai. De sombres pièces de 50 cents, assez lourdes pour tenir closes les paupières d'un mort. Mais surtout un affreux tas de pennies à l'odeur âcre. L'été dernier, des pensionnaires de la maison s'étaient engagés à nous verser un penny toutes les 25 mouches tuées. Oh, ce carnage en août! Le nombre de mouches qui ont pris le chemin du paradis. On n'était pas fiers de nous pour autant. En comptant les pennies, je nous revois en train de recenser nos mouches. On n'a ni l'un ni l'autre la tête aux chiffres. On compte lentement, on perd le fil, on recommence. D'après les calculs de mon ami, nous avons 12,73 $. D'après les miens, 13 $ tout rond. J'espère bien que tu t'es trompé, Buddy. On ne rigole pas avec le 13. Les cakes vont retomber ou envoyer quelqu'un au cimetière. Tiens, pour rien au monde, je ne me lèverai le 13 du mois. Et c'est vrai, elle passe toujours la journée du 13 au lit. Par acquis de conscience, nous retirons donc un penny et le jetons par la fenêtre. De tous les ingrédients qui entrent dans la confection de nos cakes, le whisky est le plus cher, mais aussi le plus difficile à trouver. Dans notre État, il est interdit à la vente. Mais chacun sait que l'on peut en acheter une bouteille à M. Haha Jones. Et le lendemain, une fois expédiées les courses plus ordinaires, nous nous mettons en route vers l'établissement de M. Haha. Un café dancing au bord de la rivière, un lieu de perdition, selon la rumeur, où l'on sert aussi des fritures. Nous y sommes déjà allés, et pour le même motif,
Mais les années précédentes, nous avions eu affaire à la femme de M. Haha, une indienne à la peau couleur de teinture d'iode, aux cheveux décolorés et d'un naturel perpétuellement las. En fait, son mari, on ne l'a jamais vu. On sait seulement qu'il est indien lui aussi. Un géant aux joues tailladées par le rasoir. On l'appelle Haha à cause de son air maussade. C'est un type qui ne rit jamais. Comme nous approchons de son café, une grande cabane de rondins, festonnée au dedans comme au dehors de guirlandes d'ampoules nues et bariolées, bâtie sur la berge boueuse de la rivière dans l'ombre des arbres, là où la mousse pend en brume grise à travers les branches. Nous ralentissons le pas. Même Queenie cesse de folâtrer et reste collée à nous. Il y a déjà eu des morts chez Haha, coupés en morceaux, la tête fracassée. Une affaire va être jugée au tribunal le mois prochain. Bien entendu, ces faits divers ont lieu la nuit, quand les lumières colorées dessinent d'étranges motifs et que le phono lance ses complaintes. Dans la journée, le café désert ne paie pas de mine. Je frappe à la porte. Kenny aboie. Mon ami lance. « Madame Haha, vous êtes là? Il y a quelqu'un » Des pas. La porte s'ouvre. Notre sang se fige. C'est Monsieur Haha Jones en personne. En effet, c'est un colosse. En effet, il est plein de cicatrices. En effet, il ne sourit pas. Pas du tout. Il nous lance un regard noir par les fentes obliques de ses yeux sataniques et s'inquiète avec force. « Qu'est-ce que vous lui voulez, ah 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 ?» Sur le moment, nous sommes trop pétrifiés pour lui répondre. Puis, retrouvant à moitié sa voix, mon ami parvient tout juste à murmurer « S'il vous plaît, monsieur Haha, nous voudrions 1 litre de votre meilleur whisky. » Ses yeux s'inclinent un peu plus. Qui l'eût cru? Haha sourit, rigole même. C'est lequel des deux qui picole? C'est pour faire des cakes, monsieur Haha, des gâteaux. Il retrouve son sérieux, fronce les sourcils. C'est pas bien de gaspiller du bon whisky comme ça. Il se retire pourtant dans l'ombre du café, après quelques secondes, reparaît avec à la main une bouteille, sans étiquette, d'un liquide jaune marguerite. Il la fait miroiter dans la lumière du soleil et annonce « 2 $. Nous le payons en toute petite monnaie. Tout à coup, alors qu'il fait sauter les pièces dans sa main comme une poignée de dés, son visage s'adoucit. « Je vais vous dire une chose, propose-t-il en reversant l'argent dans notre bourse en perles. Envoyez-moi en échange 1 de vos cakes et on n'en parle plus. » Sur le chemin du retour, mon ami fait remarquer « Eh bien, voilà ce que j'appelle un homme charmant. On doublera la dose de raisin dans son cake. » Gavé de charbon et de bûches, le fourneau noir rougeoie comme une citrouille éclairée de l'intérieur. Les fouets à œufs s'activent, les cuillères virevoltent dans les jarres de beurre et de sucre, la vanille adoucit l'air, le gingembre l'épice. Titillant les narines, les parfums mêlés emplissent la cuisine, envahissent la maison et, poussés par les volutes de la cheminée, s'échappent au dehors. 31 cakes, imbibés de whisky, se prélassent sur les rebords des fenêtres et des étagères. Pour qui sont-ils? Pour des amis. Pas forcément du quartier, d'ailleurs la plupart iront à des personnes que nous avons rencontrées peut-être qu'une fois, voire jamais. À des gens qui ont frappé notre imagination, comme le président Roosevelt, comme le révérend J.C. Lucé et madame, missionnaire baptiste à Bornéo, venu donner des conférences l'hiver dernier, ou le petit rémouleur qui vient en ville 2 fois l'an, ou Abner Packer,
le chauffeur du car de mobile avec qui nous échangeons des saluts tous les jours quand il passe dans une trombe de poussière sur les coups de 6 heures. Ou encore les Whiston, un jeune couple de Californie dont la voiture était tombée en panne un après-midi devant la maison et avec qui nous avions passé une heure agréable à bavarder sous la galerie. Le jeune monsieur Whiston nous avait pris en photo, la seule qu'on ait jamais faite de nous. Est-ce parce que mon ami est timide avec tout le monde, sauf les étrangers, que ces mêmes étrangers ou de très vagues connaissances nous semblent être nos vrais amis? Je crois que oui. De même, les albums où nous conservons les mots de remerciement à l'entête de la Maison Blanche, les courriers épisodiques de Californie et de Bornéo, et les cartes postales à dessous du rémouleur, nous donnent-ils le sentiment d'être reliés à des mondes pleins d'animation, par-delà notre cuisine et sa vue sur un ciel barré par l'horizon?